Bonjour, bienvenue sur Yodis TV. Nous recevons, comme chaque semaine, qui est un expert, qui est un professionnel, qui est un entrepreneur, qui est un chercheur, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vient traduire pour vous les problématiques sur lesquelles il travaille, la manière dont il arrive à les maîtriser, les traiter et vous offrir, nous l'espérons, des solutions donc intelligentes sur le développement de vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Jean-Michel Roland, enseignant-chercheur, docteur en sciences de l'information et de la communication, responsable des sciences managériales à l'ISEN, qui, comme vous le savez, est l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique, un diplôme d'ingénieur de haut niveau. Et M. Roland travaille plus particulièrement sur la communication, les langues, l'économie, la gestion et d'autres sujets. Il est également consultant en management de proximité et à distance pour les hommes, les équipes et les projets. Voilà. Monsieur Roland, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre secteur d'activité, nous avons dans les TIC, technologie de l'information et de la communication, nous avons des smartphones. Alors, je ne les citerai pas toutes parce que là, vous pourriez reprendre la main et puis nous en parler pendant des jours. Les smartphones, des conf calls, comme on dit, des réseaux sociaux, des blogs, que sais-je encore, des téléphones intelligents avec le smartphone. Bon, l'homme est un être communicant, ça tout le monde le sait. Mais les technologies, elles, dans ce monde global, ont mis le monde en réseau, mais pas les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est un point fondamental. Je dirais que depuis que l'être humain est sur Terre, il communique. Or aujourd'hui, cette communication, elle se transforme. Pourquoi ? Parce qu'elle passe à travers des outils qui s'appellent, donc, comme vous l'avez cité, smartphones et autres. Or ces outils, eh bien, on les maîtrise plus ou moins bien, on les apprécie plus ou moins bien. Et la question qui se pose, c'est ma communication, comment elle se transforme ? Alors, là, je parle plutôt du monde professionnel. Dans une entreprise aujourd'hui, pouvoir travailler avec une entreprise à distance, à 1000 km, même à 500 d'ailleurs, est une chose extraordinaire pour la performance de l'entreprise. Donc les hommes vont devoir communiquer à distance. Sont-ils préparés ? Comment vont-ils utiliser les outils ? Ça fait partie des éléments clés de mes recherches depuis 10 ans. Alors justement, sur ces 10 années d'observation que vous avez développées de façon, je trouve, exceptionnellement large, que vous avez interviewé plus de 1200 managers. Bon, 1200 managers, ça fait quand même 120 managers par an. Si on remet ça à la semaine pour traiter l'information et la concaténer, ça doit être assez amusant. Vous avez aussi, évidemment, dans le cadre dans leur cadre managérial et d'entreprise, dans leur communication, dans tous les effets de leur activité, vous avez traité de la communication licence, vous avez même fait un serious game avec 800 participants. Donc sur ces analyses de e-comportement, puisqu'on va rentrer directement dans le sujet qui est le vôtre, le e-comportement, vous avez identifié, d'après ce que j'ai lu dans vos travaux, 3 types de priorités recensées en communication à distance. On centrait sur les outils de communication qu'on appelle les TIC, sur les messages sur l'homme. Alors le premier sujet que vous avez, je crois, qui est quand même assez étonnant et qui va intéresser nos dirigeants d'entreprise, c'est quelle est, je dirais, la forme d'imposition de communication imposée par les technologies. Alors, c'est une question effectivement qui est vaste. Peut-être juste avant, puisqu'on est centré sur les comportements, et donc les e-comportements, un rappel d'un comportement. On est en entreprise, il y a 2 critères. La situation et ma disposition. Alors, situation, par exemple, je dois avoir un échange en Chine sur un projet à développer. Mes dispositions, eh bien, je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais, je ne parle pas du chinois, le projet est complexe, bref, je ne suis pas dans un état très euphorique pour faire ce travail-là. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour communiquer ? Est-ce que je choisis plutôt la messagerie ? Est-ce que je choisis le téléphone ? Est-ce que je prends l'avion et je vais directement les voir pour pouvoir échanger ? Et en fait, la question se pose comme ça, c'est que ce choix, je ne l'ai pas forcément. L'entreprise me dit, on ne se déplace pas à cause des coûts, donc c'est le téléphone. Est-ce que je suis performant au téléphone pour atteindre mon objectif ? Et en fait, quand on a analysé avec les cadres en entreprise, ainsi que des futurs cadres, donc en école d'ingénieur, à l'ISEN, le problème est le même. Nous sommes attirés soit par effectivement cette technologie, parce que je les maîtrise, donc naturellement, je vais y aller, ou alors je vais me poser la question sur à qui je vais envoyer le message, ou alors c'est le message lui-même qui est l'élément clé de ma communication. Et donc ce comportement qui aurait pu être en direct va se transformer en e-comportement, c'est-à-dire intermédié par ces technologies. Alors justement, si on essaie pour nos auditeurs de voir, d'essayer de modéliser, bon rapidement, parce qu'on ne va pas refaire vos thèses ici maintenant, je n'ai pas cette ambition, et si on essaie de modéliser la forme de communication qui est issue des technologies, est-ce qu'on peut les segmenter
d'une certaine manière. Alors effectivement, d'après les recherches, il y a 3 grands groupes qui ressortent. Il y a un groupe qui est lié à vraiment une relation, j'irais presque dire fusionnelle, avec les technologies. Le second groupe est lié vraiment avec l'information que je passe, le message. Et le troisième élément est lié à ma cible. Si je suis en bonne relation avec quelqu'un, peut-être je vais faire un choix particulier des technologies. Si par contre ma relation est un peu difficile, je vais éviter de passer par une autre technologie qui m'évitera d'être en direct en termes de communication. Donc faire son rapport à son chef, c'est pas n'importe quel outil en fait. En tout cas, ça peut être très pensé, beaucoup plus qu'on imagine. Ça peut être très pensé. D'accord, donc en l'occurrence, bon, si on cite par exemple quelques malentendus au change d'outils, est-ce que fondamentalement vous avez un ou deux éléments à donner à nos dirigeants qui eux utilisent les outils entreprises, mais comment est-ce qu'ils doivent, parce que des gens, des PME qui ont des commerciaux un petit peu au travers de la planète, enfin peut-être en France déjà simplement, mais déjà 500 km est une distance, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un livre blanc, est-ce qu'il y a des méthodologies pour revoir l'opérationnalité de l'information d'entreprise au travers des technologies centres? Est-ce que l'entrepreneur peut se baser sur une base quelconque, documentaire, technique, pour revoir son schéma de communication interne pour améliorer sa productivité? Alors, si on part du principe qu'on est dans l'entreprise, il y a un mot-clé, c'est la performance. Donc la question de ma communication aujourd'hui est-elle performante par le biais d'une technologie qui se développent, qui s'améliorent, qui sont vraiment aujourd'hui optimisés, et les humains qui l'utilisent. Donc, quand on voit par exemple, le matin, nous arrivons dans l'entreprise, nous ouvrons notre ordinateur, et nous avons 100, 150 mails qui nous attendent. La question se pose, est-ce que c'est normal? Est-ce que les mails qui sont envoyés devaient être utilisés par le biais de la messagerie? Et enfin, maintenant, comment je les traite? Parce que ma journée va commencer peut-être à partir de 11h. Bien sûr, on travaille les mails, mais parmi ces mails, une grosse partie aurait pu passer par notre biais. Donc, ça veut dire que si les gens qui communiquent avec moi ont choisi cet outil, il y a des raisons derrière. Et ces raisons, elles ont été analysées par différents chercheurs en termes d'usage, en termes de différents process d'organisation. Moi, je suis centré sur les comportements. Quel comportement qui induit ce type de choix de partir sur une messagerie ou autre d'ailleurs? Donc on est presque dans la culture d'entreprise d'une certaine manière à la limite là. On s'approche de la culture d'entreprise. On est vraiment dedans et sur ce point d'ailleurs j'ai vu de vraies différences entre la culture latine tout simplement, hein, où on a un contact physique quand même plus proche, et la culture anglo-saxonne où ils ont une habituation, peut-être liée au climat d'ailleurs, qui fait qu'ils sont plus habitués à communiquer à distance. Effectivement. Et le client, en fait, dont on parle on est dans des entreprises commerciales, enfin, qui ont une activité client, et le client fait vivre l'entreprise, le client est essentiel. Est-ce que l'entrepreneur qui fait un choix de technologie de communication pour doter ses ressources vives de cadres et de gens qui sont au contact de la clientèle, est-ce que j'imagine que vous avez modélisé des impacts sur la cible clientèle, est-ce qu'on peut déjà tirer des idées ou des tendances auxquelles il faudrait faire référence ou pour lesquelles il faudrait prendre en considération un niveau de risque ou un niveau de croissance sur ce sujet? Vous posez une bonne question parce que d'après ce que j'ai pu voir, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'en fait, on impose à l'autre son mode de communication. On se pose pas la question, mais c'est quoi le meilleur mode? Alors parfois, il y a une réflexion qui est un aspect financier, technologique, mais souvent, en fait, je prends le modèle qui est pour moi le plus simple. J'adore téléphoner, mon réflexe, je vais sortir mon smartphone pour téléphoner. On est en réunion, très amusant de voir que beaucoup de gens, c'est presque une prothèse, hein, donc ils ont, je dirais pas de marque, hein, donc ils l'ont au bout de la main, et puis ils attendent le message. Alors, ce message qui leur dira « tu existes, tu es important », et répond de suite, au détriment d'une autre communication d'ailleurs. D'accord, donc on a vu qu'il y avait trois comportements, donc il y avait donc effectivement le premier comportement qui était... il y avait la cible, il y avait le message, et puis il y avait au-dessus encore la technique communication. Très bien. Dans ces 3 comportements, vous avez identifié 4 sous-chapitres, on va dire. Voilà, en fait, en gros, ce que moi j'ai appelé des e-comportements extrêmes. Il est bien entendu que je n'ai jamais rencontré encore d'une personne qui ait un seul e-comportement. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que là, ça serait même pathologique. Donc, on est un ensemble de comportements avec des tendances. Donc si on prend un exemple pour le premier groupe, hein, c'est les gens qui sont plutôt centrés technologie, je vais prendre un élément qui est presque un lieu commun, mais qui est quand même important, notamment avec la jeune génération qui arrive dans les entreprises, c'est ceux qui sont addicts, hein, les geeks, hein, à ces outils. Donc ça veut dire que leur objectif, c'est pas tant de passer en priorité un message et à qui ce message, c'est surtout de montrer qu'ils ont la dernière technologie, qu'ils ont le dernier logiciel permettant de faire ceci ou cela. Et donc, quelque part,
Et ça, c'est une nouveauté assez intéressante, c'est qu'on s'aperçoit qu'en entreprise, le monde personnel rentre dans le monde professionnel. Ça veut dire qu'on a des gens qui travaillent en entreprise, mais qui viennent avec leur matériel. Et qui imposent quelque part à l'entreprise d'évoluer. Ce qui pose de gros problèmes d'ailleurs aux directions informatiques qui doivent trouver des passerelles ou alors carrément interdire. Et traiter tout ce qui est notion de virus et de danger dans le système. Exactement. Donc ça, c'est par rapport au TIC. Alors par rapport au message, autre élément qu'on peut rencontrer comme exemple, c'est le comportement qui est lié à la notion autocratique. Ça veut dire, je vais utiliser en fait l'outil comme instrument de mon pouvoir. Oui. L'exemple, vendredi soir, 17h, 18h, j'envoie un mail à mon collaborateur pour bien sûr qu'il m'envoie un rapport pour le lundi. Et ça, c'est très pratique. Parce que moi, je pars week-end tranquille, puisque j'ai mon message, le travail qui est à faire. Je suis couvert. Par contre, mon collaborateur, lui, l'est beaucoup moins, puisque on lui enjoint d'avoir un résultat pour le lundi. C'est ça. Troisième élément, centré sur l'homme. Donc là aussi, 4 autres comportements, dont un qu'on retrouve beaucoup, c'est la personne qui a besoin d'informer son réseau qu'elle a une information extraordinaire. Alors vous savez que c'est toujours amusant d'aller sur Internet, de trouver des YouTube, de trouver des petites blagues intéressantes. Et bien sûr, on va faire c'est presque une obligation de faire partager cette richesse à tout son réseau. Donc on tweet. Donc on tweet, alors que ce soit par téléphone ou par mail, on envoie et on sature en fait, parfois le réseau d'ailleurs, sans réseau d'informations qu'on estime être fantastiques. En vision rapide, parce que c'est propre à chaque entreprise et je pense qu'il n'y a aucune règle préétablie, il y a peut-être des tendances ou des structures d'analyse à prendre en compte. Bien sûr. Quel est le taux de non-productivité par cette surproductivité offerte par la technologie dans l'entreprise? Alors, je ne pourrais pas donner un chiffre exact sur ce sujet parce que c'est un sujet très complexe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au vu de ce que j'ai pu observer en tant que consultant et chercheur dans les entreprises, aujourd'hui, les e-managers, c'est une vraie question de fond. C'est comment je fais pour être efficace, donc avec des notions de c'est quoi le bon usage, c'est quoi la bonne utilité, est-ce que c'est utilisable, tous ces termes-là, des questions à se poser pour que, on perd moins de temps, sachant qu'on est sur un vrai paradoxe, c'est que j'accuse souvent les autres de me saturer en messages, mais qu'est-ce que je fais de mon côté moi aussi? Je tweete, je réponds à ces messages et je contribue tout à fait consciemment, honnêtement au processus. Ça veut dire que la prise de recul par rapport à ce sujet n'est pas faite. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Ça va pas, mais on change la technologie, puis on en rajoute une autre en pensant que ça ira mieux. Alors je crois que dans vos travaux, vous avez élaboré un test qui permet effectivement de définir les tendances, les comportements, donnant aux e-managers, parce qu'on est bien obligé de l'appeler comme ça maintenant, le pouvoir de remettre au centre des échanges l'homme plutôt que l'outil de communication. Donc c'est quelque chose qui est... comment est-ce que c'est perçu? Parce que finalement, les entreprises n'ont pas encore perçu les conséquences et les changements profonds de la valeur de la chaîne d'information dans l'entreprise. Et maintenant, vous leur dites, on va mettre un test en place pour modéliser tout ça. Donc, je n'ai pas compris ce qui se passe avant. Comment vont-elles faire le lien entre le passé, le présent et le futur? Alors, sur ce sujet, en fait, ce test, il est assez simple, puisqu'il va donner par individu, voire par groupe d'ailleurs, on peut le faire aussi, des tendances comportementales. Donc, j'ai 12 comportements extrêmes. Et ces tendances vont aider les collaborateurs à se dire, tiens, j'ai une équipe, mais ils sont plutôt dans une logique synchrone. C'est-à-dire que leur logique de comportement, de e-comportement est liée au téléphone. C'est du direct, etc. Est-ce que c'est opportun par rapport à notre façon de travailler, de fonctionner? Est-ce que ça a un résultat? Oui, non. Et dans le cas de oui, on y va. Dans le cas de non, on a un travail à faire avec les collaborateurs. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce téléphone, qui est un outil vraiment utilisé peut-être trop abondamment, puisse être mieux géré? Et j'amène très loin, puisque dans le cadre de mes recherches, on est même arrivé à s'interroger sur l'opportunité en recrutement de se poser la question. J'embauche quelqu'un, est-il capable de travailler à distance avec tel ou tel outil? Bien sûr. Parce qu'après, il va travailler à distance. Bien sûr. Donc là, en fait, il y a 3 axes pour les managers. Si je me réfère à vos travaux, enfin, en toute modestie, je parle sous votre contrôle. Le premier axe, c'est intégrer l'homme au sein des TIC. Donc ça, j'imagine que votre entreprise, ça représente un effort en temps, en énergie. Ça se fait pas en 2 minutes. Oui, alors, vous tombez sur le point difficile. L'investissement sur l'homme prend du temps. Que ce soit de la formation ou la réunion, ça prend du temps. Maintenant, quand on regarde les conséquences si on ne le fait pas, là, le temps est de façon exponentiellement plus importante. Donc, il y a vraiment un choix à faire, et qui peut partir, je veux dire, dans les techniques qui peuvent simplement se faire en entretien. Posez la question. Aujourd'hui, quelle est ta préférence en termes de communication? Tu es plutôt quoi?
Attention, parce que moi je suis plutôt comme ça. Comment on peut harmoniser ça pour faire la performance? Oser Oui, aborder le sujet. C'est terrible parce que vous parlez de Freud et de l'outil en même temps, donc c'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. Alors, on est là-dedans. On est dans oser aborder un sujet qui aujourd'hui n'est pas abordé. Il est mis de côté et il est géré au quotidien, souvent en termes de conflit. D'ailleurs. Et donc les personnalités s'expriment au travers des équipes technologiques. Hein. Exactement. J'imagine qu'il y a encore des... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Le deuxième point que vous avez soulevé, c'était de retrouver un équilibre intégrant la relation à l'émotion. Oui, les technologies, même s'il y a de la webcam, même s'il y a de la vision, voire même aujourd'hui de l'holographie pour voir l'image de l'autre, je ne parle pas des avatars, rend difficilement le lien émotionnel. Il y a des cultures qui ont besoin d'exprimer les émotions. Comment j'exprime une émotion quand je suis via ma messagerie dans mon information. Alors c'est vrai que les smileys sont une traduction. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les smileys ont été interdits. Et en fait, pourquoi ils ont été interdits? Non parce qu'ils donnent du sens à l'émotion qu'on transfère, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de règles édictées de langage dans l'utilisation du smiley. Donc chacun s'amusait avec son smiley, du coup mal interprété, avec les conséquences qu'on peut imaginer, surtout par mail. D'accord, donc en fait, est-ce que dans un cas comme celui-là, est-ce qu'il est urgent, pas utile, nécessaire, impossible, possible, désirable d'établir des règles respectant l'absence de temps et des usages? J'en suis convaincu. On met bien des règles pour des process bien moins complexes ou bien plus complexes. Pourquoi est-ce qu'on imaginerait qu'on a un nouvel outil, on aurait tous l'intuition de performance à l'utiliser? Il y a des règles. Il y a des règles qui c'est que pas de mail après 17 heures. Très simple les règles. Il y a des règles qui fait que comment on fonctionne en termes de messages. On est en réunion. Peut-être que mon téléphone peut rester un moment en attente. Hein. Suis-je vraiment si indispensable? Il y a une phrase que j'aime bien qui m'a dit par un cadre que j'ai interviewé. Il me dit, avec ces outils, on supprime l'absence. Et ça c'est terrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui un cadre, que ce soit entre midi et 2, le repas, le week-end, il doit toujours être présent. Alors je ne vous parle pas en plus quand vous intégrez les notions de fuseau horaire entre Chine, États-Unis, France, pour trouver un moment où on peut souffler. C'est vrai, c'est complexe. En fait, on ne souffle jamais parce que quand il est coupé, il vibre et ça nous fait vibrer. Exactement. Puis on est en manque en plus. Absolument. Monsieur Roland, je vous remercie. Je vous remercie.